Chapitre 40. Belzébuth raconte comment les hommes connurent et oublièrent la loi cosmique fondamentale d'Heptaparaparchinok. Après que Belzébuth eut écouté le Leitut Chambros qu'on venait de lui remettre, son petit-fils Assin s'adressa de nouveau à lui. « Cher bien-aimé grand-père, aide-moi, je t'en prie, à résoudre une contradiction que je ne comprends pas et qui ne s'accorde pas avec mon confrontation logique. Lorsque tu as commencé tes explications sur la sainte planète du purgatoire, tu m'as donné pour tâche de bien me pénétrer de tout ce que tu disais, sans rien laisser passer, et de maintenir tout le temps mon pensée actif dans une forte tension, pour permettre aux données nécessaires à une bonne représentation de tous les détails relatifs aux deux lois cosmiques sacrées originelles de se cristalliser complètement en moi. Pendant toutes tes explications, je me suis vraiment efforcé de le faire, et ces lois cosmiques sacrées me sont devenues si claires que je pourrais même facilement les expliquer à un autre. En tout cas, je peux déjà très bien me représenter la loi sacrée de Triamasi-Kamino et les particularités de ces trois forces saintes indépendantes, et j'en ai pris conscience de manière tout à fait satisfaisante pour mon essence personnelle. Quant à la loi sacrée d'Heptaparaparchinok, certains détails, qui d'ailleurs me semblent de moindre importance, restent encore quelque peu obscurs pour ma raison, mais j'espère qu'en continuant à y réfléchir activement, je parviendrai à les comprendre. Cependant, en m'efforçant de bien m'assimiler ces lois sacrées, j'ai ressenti clairement qu'elles étaient très compliquées et qu'il était difficile d'en avoir une compréhension totale. Je me suis alors posé une question qui m'a beaucoup étonné et qui continue à m'intriguer et à m'intéresser. Comment se fait-il que les êtres tricérébraux qui voient le jour et existent sur la planète Terre aient pu non seulement comprendre ces lois cosmiques sacrées, mais même les retrouver dans les résultats cosmiques qui les entourent, alors que depuis la seconde perturbation transapalnienne, chacun d'eux, d'après l'impression que m'ont donné tous les Térésis, ne possède à l'âge responsable, du fait de leur anormal Oskiano, qu'une raison automatique. Or, avec cette seule raison, il est impossible de comprendre ces deux lois cosmiques sacrées, comme je m'en suis moi-même convaincu de toute mon essence en m'efforçant d'y parvenir. Après quoi, Assin leva sur son cher grand-père un regard interrogateur plein d'une intense curiosité. Belzébuth réfléchit un instant et dit « Bien, mon cher enfant, je vais essayer de te délivrer de cette perplexité si naturelle. Il me semble t'avoir déjà dit que, si, depuis cette perturbation, la plupart des êtres terrestres tricérébraux ne possèdent plus qu'une raison automatique, due à leurs conditions d'existence éthrique ordinaire anormalement établies, cependant, il arrive parfois que certains d'entre eux échappent par hasard à ce sort commun, et qu'au lieu de cette habituelle raison automatique, se constitue en eux la vraie raison éthrique objective, propre à tous les êtres tricentriques de notre mégalocosmos. Ces exceptions sont rares, surtout en ces derniers siècles. Pourtant, je le répète, elles se rencontrent parfois. Pour que tu puisses plus ou moins te représenter et comprendre comment ces exceptions se produisent parmi eux, tu dois avant tout te rappeler que si leur raison, depuis le moment où se cristallisèrent en eux les conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, est devenue tout à fait automatique, la présence de chacun d'eux, dès leur naissance et le début de leur formation, n'en a pas moins toujours contenu le germe de toutes les possibilités favorisant encore aujourd'hui, au cours de la formation définitive de l'être responsable, la cristallisation des données éthriques propres à faire apparaître et fonctionner par la suite la raison objective, raison que doivent avoir, en leur présence, les êtres tricérébraux de toute nature et de toute forme extérieure, et qui n'est autre que le représentant de l'essence même de la divinité. Leur plus grande malchance, dans le sens objectif du mot, tu l'as déjà instinctivement soupçonné, comme me l'a montré ta question, surtout par ton allusion à l'Oskiano, et qu'en dépit de ces possibilités dont ils disposent réellement à leur naissance, les anomalies établies dans le processus d'existence ordinaire des êtres de leur entourage déjà parvenus à l'âge responsable, les font tomber dès les premiers jours, à peine sortis du sein de leur mère, sous l'influence tenace de ce funeste moyen qu'ils ont inventé à leur propre usage,
c'est-à-dire de cette sorte d'ostiano à laquelle ils ont donné le nom d'éducation. Par suite, les possibilités de libre développement de tout ce qui peut contribuer à l'apparition de la raison étrique objective s'atrophient peu à peu chez ces tout jeunes êtres, encore entièrement innocents, et finissent par disparaître pour toujours au cours de la période correspondant à l'âge préparatoire. Aussi, une fois parvenus à l'âge responsable, ces jeunes êtres, au lieu de la raison objective qu'ils devraient posséder dans le centre de gravité de leur essence, ne disposent-ils que de cet étrange ensemble d'impressions artificielles et même truquées, automatiquement perçues, et qui, tout en n'ayant rien de commun avec les localisations de leur partie éthrique spiritualisée, acquièrent pourtant un lien avec les fonctionnements distincts de leur présence générale. De la sorte, non seulement le processus général de leur existence s'écoule de manière automatique, mais presque tout le processus du fonctionnement de leur corps planétaire dépend bientôt uniquement d'impressions extérieures fortuites, elles-mêmes perçues de manière automatique. Dans de très rares cas, certains de tes favoris, quand ils atteignent l'âge responsable, possèdent la vraie raison pure, propre aux êtres tricérébraux responsables. Cela se passe généralement de la façon suivante. Il arrive, par exemple, qu'un de ces nouveaux êtres, à peine sorti du sein de sa mère, rencontre, pour sa formation ultérieure, des conditions environnantes telles qu'il échappe à l'influence automatique des anomalies dont regorge le processus d'existence éthrique extérieure des êtres tricérébraux de cette infortunée planète. Aussi les germes qui lui ont été dispensés pour l'acquisition de la raison pure n'ont-ils pas le temps, pendant le processus de sa formation, de s'atrophier jusque dans leurs racines. Il arrive encore parfois que, dans ces conditions relativement normales, ce jeune être tricérébral, pendant son âge préparatoire, a une existence responsable, trouve, comme guide responsable pour l'aider à achever sa formation, un être tricérébral ayant été formé, par hasard bien entendu, de la même manière que lui, et qui possède un conscient de veille au fonctionnement duquel prennent part, grâce à la fréquente réalisation des pactoles de voies éthriques, les données restées intactes en son subconscient pour y engendrer l'impulsion divine de conscience morale objective. Or, ce guide, reconnaissant de toute sa présence l'importante signification de la responsabilité qu'il a prise par rapport à ce nouvel être, ayant tout juste atteint l'âge préparatoire dans les conditions que j'ai dites, se met à créer pour son oskiano, en toute conscience et en toute impartialité, de nombreux facteurs intérieurs et extérieurs, favorisant la perception d'impressions appropriées, en vue de cristalliser en sa présence générale toutes les données dont l'ensemble seul peut conférer à l'être tricérébral, une fois parvenu à l'âge responsable, le pouvoir d'être svolibronulnien, ou, comme l'auraient dit tes favoris, le pouvoir de ne pas considérer et de ne pas s'identifier aux choses extérieures à travers ses propres passions inévitables. Car seule l'impulsion éthrique suscitée en l'être par ces données lui permet de constater librement et objectivement tous les phénomènes réels qui se déroulent dans les résultats cosmiques environnants. Il serait bon de remarquer ici que sur la plupart des planètes de notre mégalocosmos où apparaissent et existent des êtres tricentriques, on retrouve la même sentence qui se formule ainsi. Notre Père éternel commun est le créateur de l'être tricentrique, mais le réel auteur de son essence pendant la période de son existence préparatoire, c'est son Oskianotsner, celui que tes favoris nomment un éducateur ou un maître. Ainsi donc, il arrive parfois là-bas, même en ces derniers siècles, que l'un de tes favoris parvenu à l'âge responsable et déjà entièrement formé et préparé à recevoir les perceptions extérieures de la manière indiquée, constate par hasard dans les résultats cosmiques environnants quelques particularités conformes aux lois. Il se met alors à l'étudier sous tous ses aspects, et lorsqu'il atteint enfin, après des efforts persévérants, à une vérité objective, il initie à cette vérité d'autres êtres de son entourage. Maintenant, mon enfant, écoute un peu comment ces singuliers êtres tricérébraux découvrirent pour la première fois la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparchinox sacré, comment certains êtres des temps anciens,
en vinrent à prendre conscience des divers détails de cette loi et comment l'ensemble des informations qui s'y rapportaient, se transmettant de génération en génération, devint pour tout être tricérébral de ta planète un patrimoine qui lui rendait accessible cette connaissance. Et d'autre part, ce que leur étrange psychisme est parvenu à faire de tout cela. Je vais même t'expliquer de manière aussi détaillée que possible, dans l'ordre de développement historique, tout ce qui concerne aussi bien la prise de conscience de cette loi sacrée que son oubli progressif, car ces explications t'aideront beaucoup à élucider ce que tu as appelé des détails de moindre importance, encore imparfaitement transmués en ta raison. De plus, tu apprendras ainsi qu'il se trouve parfois, même de nos jours, parmi ceux de tes favoris qui deviennent de véritables savants, des êtres responsables qui, par leurs efforts conscients, dépourvus de toute vanité et de toute partialité, pourraient, à condition toutefois que les autres êtres tricérébraux existent plus ou moins normalement, faire naître et développer peu à peu sur cette infortunée planète la véritable science objective, ce qui leur apporterait peut-être le bien dont jouissent depuis longtemps déjà, grâce à leur mérite, les êtres tricérébraux de toutes les autres planètes de notre mégalocosmos. Au commencement, pendant la période où les êtres tricérébraux de cette planète avaient encore l'organe Kunda Buffer, il n'était naturellement pas question que les êtres de la Terre puissent avoir connaissance d'aucune vérité cosmique. Mais plus tard, lorsque ce funeste organe eut été extirpé de leur présence et que, par suite, leur psychisme se fut libéré et leur fut en quelque sorte devenu propre et individuel, aussitôt commencèrent des histoires de toutes sortes, suscitées par leurs pensées éthriques relativement sensées. La première fois que les êtres tricérébraux qui te plaisent perçurent la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparchinops sacré et en prirent conscience de toute leur présence, ce fut sur le continent Atlantide, pendant cette période où certains êtres, comme je te l'ai raconté, t'en souviens-tu, comprirent d'eux-mêmes qu'il y avait en leur présence quelque chose de louche, et découvrirent qu'ils avaient aussi certaines possibilités leur permettant de détruire ce quelque chose de louche, afin de devenir tels qu'ils auraient dû être. Pendant cette période, du fait que certains d'entre eux s'étaient mis à observer les fonctionnements anormaux, selon un pensée éthrique sensé, qui s'effectuaient en leur présence générale, à rechercher les causes de ces anomalies et à s'efforcer de trouver les moyens de s'en affranchir, de nombreuses branches de la vraie science atteignirent le plus haut degré de développement. Parmi ceux qui s'intéressaient sérieusement à ce qu'on appelait alors l'activité la plus essentielle de la raison, se trouvait un être terrestre tricérébral du nom de Théophanie, qui posa le premier les bases rationnelles à partir desquelles cette branche de la vraie science pouvait se développer. Comme je l'appris ensuite plus tard, par hasard, ce Théophanie, un jour qu'il faisait sécher sur une plaque de marbre un mélange composé d'extraits d'une plante appelée patétouk, de résine de sapin et de crème de lait des fameuses chèvres Kenyonan, pour en tirer un mastic destiné, une fois durci, à être mâché après les repas, s'avisa que ce mélange, quelle qu'en fût la quantité, et quelle que fût la manière dont on le versait sur le marbre, se concentrait toujours de la même façon, et, après complet refroidissement, prenait une forme qui comportait toujours 7 faces distinctes. Ce fait, inopinément constaté par Théophanie, l'étonna beaucoup. En sa présence générale surgit alors un intense désir d'éclairer sa raison sur les causes radicales, et qu'il lui était encore inconnu, de ce phénomène conforme aux lois. À partir de ce jour-là, il se remit à faire la même chose, mais cette fois avec un but conscient. Dès le début des recherches entreprises par Théophanie, d'autres savants de ses amis, avec lesquels il partageait ses constatations et ses expériences, s'y intéressèrent eux aussi beaucoup, et par la suite prirent part à ses travaux. Après de longues et minutieuses investigations, ce groupe d'êtres savants tricérébraux de ta planète reconnut pour la première fois et s'en convainquit catégoriquement que presque tous les résultats cosmiques en cours de réalisation qui se manifestaient autour d'eux et dont les résultats transitoires extérieurs étaient perçus par les organes des êtres sous telle ou telle forme définie, présentaient toujours 7 aspects indépendants. Et c'est à la suite des travaux conscients de ces quelques êtres savants tricérébraux de ta planète
qu'apparut et se développa sur le continent Atlantide cette branche d'une science presque normale qui porte le nom de Tasalurinono, ce qui signifie science des 7 aspects de tout phénomène intégral. Mais après la disparition de ce continent, il ne resta rien de cette branche de la vraie science, si bien que pendant de longs siècles, les êtres de cette planète ignorèrent tout de cette loi cosmique sacrée. Cette branche de la science était probablement si connue sur le continent Atlantide que les êtres savants de là-bas n'avaient pas trouvé nécessaire d'insérer quoi que ce soit à son sujet dans leur légamonisme, comme ils avaient coutume de le faire, je te l'ai déjà dit, pour toutes les notions dont ils voulaient transmettre la connaissance intacte aux êtres des générations suivantes. S'il avait existé un légamonisme concernant cette branche de la science, sans aucun doute, quelques fragments en auraient été conservés par ceux qui échappèrent au désastre, comme il advint pour d'autres sciences acquises par les êtres du continent Atlantide. Aussi de longs siècles s'écoulèrent-ils avant que la science de l'heptaparaparchinops sacré fut connue à nouveau grâce aux 2 grands savants terrestres, les frères Tchunkiltes et Tchuntropel, devenus par la suite des saints, et qui se trouvent actuellement sur la sainte planète du purgatoire que nous venons de visiter. T'en souviens-tu, je t'ai déjà dit que sur le continent d'Asie existait jadis un pays nommé Maral Plessis, sur lequel régnait un empereur du nom de Cognution, descendant de ce membre savant de la société des Akeldanais, qui était venu d'Atlantide pour observer en ces lieux toutes sortes de phénomènes naturels de leur planète, et que cet empereur avait inventé pour ces sujets le conte plein de sagesse que je t'ai narré afin de les sauver de leur funeste habitude de mâcher les graines de la fleur Gulgulian. Or, le petit-fils de l'empereur Cognution, devenu à son tour empereur des êtres de ce groupe, eut 2 résultats de sexe masculin, des jumeaux, dont le premier fut appelé Tchunkiltes et le second Tchuntropol. Au pays de Maral Plessis, le mot Tchun signifiait prince. Ces 2 frères, descendants directs de l'un des principaux membres de la société scientifique, s'étant trouvés dans des conditions satisfaisantes pendant leur âge préparatoire, s'étaient eux-mêmes efforcés de ne pas laisser s'atrophier la faculté héréditaire, présente en eux comme en tout nouvel être terrestre tricérébral, de cristalliser les données qui suscitent le pouvoir de réaliser les parc-devoirs étriques. Et comme par ailleurs la source affirmative de leur avènement, ou comme on dit leur père, avait résolu de destiner leur existence responsable à la carrière de savants, prenant toutes les mesures nécessaires pour les y préparer, ils étaient devenus, dès le début de leur âge responsable, presque tels que le sont sur toutes les autres planètes de notre mégalocosmos, les êtres tricérébraux qui aspirent au même but, c'est-à-dire qui poursuivent leurs recherches scientifiques, non pas pour satisfaire ces faiblesses que l'on nomme vanité, orgueil, amour-propre, comme le font surtout de nos jours les êtres de là-bas quand ils choisissent cette carrière, mais en vue d'atteindre à un niveau d'être supérieur. Ils devinrent tout d'abord des savants spécialistes en médecine, comme on dit, puis tout simplement des savants. Ils passèrent le temps de leur âge préparatoire et les premières années de leur existence responsable dans la ville de Gob, au pays de Maral Plessis. Mais lorsque les sables commencèrent à recouvrir cette partie de la surface de ta planète, ils se joignirent tous 2 aux émigrants qui se dirigeaient vers l'est. Ce groupe d'êtres terrestres, fuyant le pays de Maral Plessis, au nombre desquels se trouvaient ses 2 frères jumeaux, futurs grands savants, franchirent les hauteurs de l'est et allèrent se fixer sur les bords d'une grande étendue d'eau. Ces êtres terrestres tricérébraux formèrent plus tard, dans ce pays qui porte actuellement le nom de Chine, une importante communauté existant encore aujourd'hui. Et c'est en ce nouveau lieu permanent d'existence, nommé Chine, que les premiers, depuis le désastre du continent Atlantide, ces 2 frères prirent conscience de la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparchinops sacré. Il est très curieux et très intéressant de remarquer qu'au départ, leurs constatations portèrent précisément sur l'ensemble de substances cosmiques localisées dans la formation susplanétaire que l'on nomme aujourd'hui là-bas Papaverum ou encore Pavo. Comme je te l'ai déjà dit, c'est pour détruire chez ces sujets l'habitude invétérée d'en mâcher les graines que leur arrière-grand-père, le grand empereur Cognution, avait inventé son fameux enseignement religieux. Sans doute ces 2 grands savants terrestres avaient-ils hérité de leur ancêtre, l'empereur Cognution,
outre la faculté de comprendre et de reconnaître leurs devoirs éthiques envers les êtres de leur entourage, un intérêt passionné pour l'étude de ce produit qui a toujours été pour tes favoris l'un des multiples facteurs funestes qui ont amené leur psychisme, déjà bien assez affaiblissant cela, à la dégénérescence définitive. Pour que tu puisses mieux comprendre et te représenter pourquoi et comment cette petite formation susplanétaire, nommée Gugulian ou Pavot, permit à ces savants terrestres de redécouvrir cette grande loi cosmique, tu dois savoir avant tout que sur toutes les planètes, dans toutes les formations susplanétaires et intraplanétaires, et en particulier dans celles qui constituent ce qu'on appelle la flore, surgissent, en vue de la transformation des substances cosmiques au cours du processus Iranirano-Mange, 3 classes de cristallisation. Les cristallisations appartenant à la première classe sont nommées surgissements ou nastralniens. Celles qui appartiennent à la seconde classe, surgissements octastralniens. Et celles qui appartiennent à la troisième classe, surgissements polormédertiques. Par l'entremise des surgissements oustnastraliens, se transforment au cours de processus évolutifs ou involutifs les cristallisations cosmiques ou éléments actifs qui tirent leur origine des seules substances transformées par la planète même où se constitue cette sorte de formation susplanétaire ou intraplanétaire en vue de l'Iranirano-Mange cosmique général. Par l'entremise des surgissements octastraliens, se transforment, outre les cristallisations cosmiques dont je viens de parler, les éléments actifs qui tirent leur origine de substances transformées par le Soleil même et par les autres planètes du système solaire donné. Et par l'entremise des surgissements de troisième classe, nommés polormédertiques, se transforment, outre les cristallisations cosmiques des 2 premières classes, les éléments actifs qui tirent leur origine de la transformation des substances de diverses concentrations cosmiques appartenant à d'autres systèmes solaires de notre mégalocosmos commun. La formation susplanétaire connue sur ta planète sous le nom de fleur de pavot appartient précisément à la classe des surgissements polormédertiques. À travers elle s'opère l'évolution ou l'involution de l'ensemble de ceux des résultats de la transformation de toutes les autres concentrations cosmiques centres de gravité qui pénètrent dans l'atmosphère de ta planète, au cours du processus cosmique général appelé propagation universelle des radiations de toutes les concentrations cosmiques. Ainsi donc, mon enfant, une fois plus ou moins établis en leur nouveau lieu permanent d'existence, dans cette Chine encore toute jeune, ces 2 grands savants terrestres, Chun Kiltes et Chun Tro-Pel, reprirent l'accomplissement volontaire, interrompu bien malgré eux, du pactole devoir éthrique relatif à la carrière qu'ils avaient choisie pour leur existence responsable, c'est-à-dire la recherche scientifique dans le domaine de la médecine. Ils se mirent alors à étudier cet ensemble de substances cosmiques que depuis longtemps tes favoris avaient appris à extraire d'une plante polormédertique et qu'ils appelaient opium, ce qui signifiait dans la langue des êtres de ce groupe « dispensateurs de rêves ». Ces 2 grands frères entreprirent l'étude de l'opium parce qu'ils avaient remarqué avec de nombreux êtres tricérébraux du temps que le fait d'absorber un certain extrait de cette substance abolissait provisoirement toute sensation de douleur. Ils commencèrent par élucider l'action de toutes ces propriétés dans l'espoir de découvrir quelques moyens de tirer parti de l'une d'elles pour détruire ou tout au moins limiter l'action de cette maladie psychique de forme particulière alors très répandue parmi les réfugiés qui les entouraient. Au cours de leurs recherches, ils remarquèrent en premier lieu que cet opium comportait 7 cristallisations indépendantes, douées de propriétés subjectives bien déterminées. Poursuivant leurs investigations, ils constatèrent clairement que chacune des 7 cristallisations indépendantes de ce tout comportait à son tour 7 autres cristallisations distinctes, douées également de propriétés subjectives indépendantes, et comportant à nouveau 7 autres cristallisations, et ainsi de suite, presque à l'infini. Ce fait les étonna et les intéressa si vivement que, laissant de côté tous les problèmes qu'ils s'étaient posés auparavant, ils se consacrèrent désormais exclusivement et avec persévérance à l'examen de ce surprenant phénomène qu'ils avaient été les premiers à constater, et finirent par obtenir des résultats sans précédent, même du temps où existait le continent Atlantide, et sans équivalent par la suite à n'importe quelle époque chez les êtres tricérébraux de ta planète. Or, ayant été amenés de nombreux siècles après l'existence planétaire de ces grands savants terrestres, aujourd'hui Saint Chun Kiltes et Saint Chun Tro-Pel,
à prendre connaissance, pour les besoins de certaines de mes recherches, de l'histoire détaillée de leur activité, j'appris qu'après s'être catégoriquement convaincu que cet ensemble de substances cosmiques appelées opium était constitué par toute une série de combinaisons de 7 éléments actifs aux propriétés subjectives distinctes, il s'était mis à étudier aux mêmes fins de nombreux autres résultats cosmiques ou phénomènes se produisant autour d'eux. Mais plus tard, ils limitèrent leurs recherches à 3 d'entre ces résultats: l'opium, ce qu'on appelle le rayon blanc, et le son. En étudiant ces 3 manifestations diverses de processus cosmiques, ils mirent en évidence et se convainquirent entièrement que ces 3 résultats, tout en n'ayant entre eux rien de commun, ni par leur origine, ni par leur manifestation extérieure, n'en présentaient pas moins une exacte ressemblance dans leur structure intérieure et leur fonctionnement, jusque dans les plus infimes détails. Bref, pour la seconde fois sur ta planète, bien après le désastre du continent Atlantide, il fut constaté et catégoriquement démontré par les 2 frères jumeaux, pour tous les phénomènes indépendants, extérieurement distincts, que chacun d'eux, considéré comme une unité, comportait dans l'ensemble de ses manifestations 7 unités indépendantes de second ordre, douées de propriétés subjectives spécifiques. Que ces unités indépendantes de second ordre étaient à leur tour constituées de 7 unités de troisième ordre, et ainsi de suite presque à l'infini, et que dans chacune de ces unités de premier ordre, de second ordre, de troisième ordre, et ainsi de suite, les processus de relations réciproques et d'influence réciproque s'effectuaient dans tous les détails avec l'exactitude la plus rigoureuse, de la même manière et avec les mêmes conséquences. Ils définirent alors pour la première fois au cours de leurs recherches, en les désignant de noms différents, les 7 aspects indépendants isolés par eux à partir des résultats entiers, ainsi que leurs dérivés de second et de troisième ordre. Ils nommèrent les 7 premiers aspects de chaque ensemble. Premièrement, Erti piquant on. Deuxièmement, Ori piquant on. Troisièmement, Sami piquant on. Quatrièmement, Octi piquant on. Cinquièmement, Kouti piquant on. Sixièmement, Epsi piquant on. Et septièmement, Svidi piquant on. Ceux de deuxième ordre: Erti Nurat Chaka. Deuxièmement, Ori Nurat Chaka. Troisièmement, Sami Nurat Chaku. Quatrièmement, Octi Nurat Chaka. Cinquièmement, Kouti Nurat Chaka. Sixièmement, Epsi Nurat Chaka. Septièmement, enfin, Jvidi Nurat Chaku. Et, pour préciser auquel des 3 résultats de processus cosmiques se référait chacune de ces définitions, il la complétait ainsi. Pour définir les nuances du son, après avoir noté le nombre de leurs vibrations, ils y ajoutaient toujours le mot allil. Pour définir les particularités de composition du rayon blanc, ils ajoutaient l'expression nar kra nura. Et pour définir les éléments actifs du produit polormédertique appelé opium, ils ajoutaient simplement le nombre correspondant à son poids spécifique. Enfin, en vue de déterminer les vibrations spécifiques et le poids spécifique, ces grands savants terrestres prirent comme unité de base la vibration du son, qu'ils nommèrent les premiers son mondial Niryus-nootien. Je t'expliquerai plus tard la signification de l'expression son mondial Niryus-nootien, employée pour la première fois par ces 2 grands savants terrestres. En attendant, pour que tu comprennes clairement les explications qui vont suivre sur le thème donné, tu dois savoir encore que, sur toutes les planètes, les vrais savants prennent comme unité de base pour leur calcul confrontatif du poids spécifique et des vibrations spécifiques, ce que la science objective définit comme la plus petite parcelle du très sacré Théomertmalogos, contenant encore la plénitude de vivification des 3 forces saintes du Triamazicamno sacré. Mais sur ta planète, les vrais savants, tout comme les savants de nouvelles formations de toutes les époques, pour arriver aux mêmes fins, c'est-à-dire par leur calcul confrontatif de toutes les parties distinctes, aux propriétés diverses d'un tout quelconque, par exemple pour établir le poids spécifique des divers éléments actifs qu'ils découvrent parmi ceux qui doivent se trouver dans les sphères où se déroule leur existence, ont toujours pris comme unité de base ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène, le considérant, on ne sait pourquoi, comme étant à la fois indivisible et le plus infime de tous. On ne peut s'empêcher de remarquer que ces savants de malheur, chez tes favoris, ne soupçonnent même pas que si, dans toutes les sphères de leur planète, leur atome d'hydrogène est effectivement indivisible et constitue l'unité la plus petite, cela ne veut pas dire qu'il ne puisse être divisé plus avant à un grand nombre de fois dans les limites d'autres systèmes solaires,
ou même dans les sphères de certaines autres planètes de leur propre système solaire. À ce propos, sache que cet hydrogène est précisément l'une des 7 substances cosmiques dont l'ensemble réalise pour le système solaire donné ce qu'on appelle l'octave anzapalnienne intérieure des substances cosmiques, octave indépendante qui est à son tour l'une des 7 parties indépendantes de l'octave anzapalnienne cosmique fondamentale. Dans le système solaire, auquel appartient notre cher Karataz, il existe également une octave anzapalnienne intérieure, indépendante, et nous en nommons les 7 substances cosmiques hétérogènes douées de propriétés diverses. Premièrement, plano-courab, qui est précisément leur hydrogène. Deuxièmement, allylono-farab. Troisièmement, krilno-mol-ni-farab. Quatrièmement, talcopra-farab. Cinquièmement, critophalmono-farab. Sixièmement, syriuno-ri-farab. Septièmement, enfin, clananoï-zou-farab. Sur ta planète, les vrais êtres savants donnèrent, suivant les époques, des noms différents à ces 7 cristallisations relativement indépendantes, douées de propriétés diverses ou, selon leur expression, à ces éléments actifs constituant l'octave anzapalnienne intérieure de leur propre système solaire. De nos jours, les savants chimistes, qui sont déjà des super savants de nouvelle formation, les nomment. Premièrement, l'hydrogène. Deuxièmement, le fluor. Troisièmement, le chlore. Quatrièmement, le brome. Cinquièmement, l'iode. Quant aux 2 dernières cristallisations distinctes, ils ne leur donnent aucun nom, car les noms qu'elles portaient du temps de leurs ancêtres ne leur sont point parvenus, et de nos jours ils ne soupçonnent même pas l'existence sur leur planète de ces 2 substances cosmiques qui sont cependant les principaux facteurs indispensables à leur propre existence. Ces 2 dernières substances cosmiques, qui restent parfaitement perceptibles et parfaitement accessibles dans toutes les sphères de leur planète, étaient encore connues, il y a 2 siècles à peine, par les êtres de là-bas que l'on appelait alors des alchimistes, mais que les drôles de savants actuels appellent simplement des charlatans occultistes, les considérant comme de vulgaires exploiteurs de la naïveté humaine. Et ces alchimistes les désignaient sous les noms de Hydro-Oumiak et Piotr Karmiak. Ainsi donc, mon enfant, ces grands savants terrestres, aujourd'hui saints, les frères jumeaux Tchunkiltes et Tchuntrotepel, furent les premiers, après le désastre de l'Atlantide, à poser à nouveau les bases de cette science. Et non seulement ils posèrent les bases de cet ensemble d'informations spéciales, mais ils furent encore les premiers sur la Terre à constater 2 des 3 particularités fondamentales que comporte la grande loi dont je t'ai parlé, c'est-à-dire à constater ces 2 Mdel-in. Ils donnèrent alors à cette branche de la vraie science, pareille à celle qui se nommait sur le continent Atlantide science des 7 aspects de tout phénomène intégral, le nom de loi de Neuf. Et cela parce qu'ils ajoutaient aux 7 manifestations bien différenciées qu'ils appelaient Zakos de cette grande loi, les particularités qu'ils avaient constatées pour la première fois et qu'ils désignaient sous le nom de Swansoturabitso, ce qui signifiait aspect obligatoirement discontinu du libre cours de la totalité. Et s'ils nommèrent ainsi cette loi, c'est avant tout parce qu'ils avaient acquis l'entière conviction, au cours de leurs recherches approfondies, que, dans tous les résultats cosmiques transitoires qu'ils étudiaient, ces particularités qu'ils avaient été les premiers à constater prenaient place obligatoirement à des moments précis du processus de cette grande loi. Ces 2 grands savants chinois eurent recours pour leurs recherches à toutes sortes d'expériences chimiques, physiques et mécaniques, et ils en vinrent à imaginer un appareil très compliqué et des plus instructifs qu'ils nommèrent Ala-Atapan. Au moyen de cet appareil Ala-Atapan, ils purent alors se prouver à eux-mêmes et démontrer aux autres que ces 3 résultats transitoires de processus cosmiques, à savoir le produit polormédertique appelé opium, le rayon blanc et le son, avaient dans leur essence même une propriété commune. En d'autres termes, que ces 3 phénomènes cosmiques d'apparence extérieure tout à fait différente avaient exactement la même structure de réalisation, ce qui leur donnait pour se manifester la même conformité aux lois, génératrices d'actions réciproques, et qu'en vertu de cette conformité aux lois, ces 3 manifestations apparemment indépendantes et d'aspects différents avaient l'une sur l'autre la même action qu'à l'intérieur de leurs propres limites. Autrement dit, le 12 tsako de l'un quelconque de ces résultats agit sur le 12 tsako
correspondant d'un autre résultat, exactement comme cela doit s'opérer dans ce 12 Tsako déterminé, qui est l'un des 7 aspects de cet autre résultat cosmique intégral. Cet appareil, au moyen duquel les grands frères faisaient leurs expériences, je le vis de mes propres yeux de nombreux siècles après la période où ils existaient là-bas, et j'acquis une connaissance approfondie de sa construction. La raison des circonstances accidentelles qui m'amenèrent à prendre connaissance des détails de construction et de fonctionnement de ce remarquable instrument d'expérience Ala Atapan étant liée à l'ami de mon naissance, Gornakur Karkar, il sera sans aucun doute très intéressant pour toi, et en même temps fort instructif, que je te les décrive minutieusement. L'étude détaillée que je fis de cet étonnant appareil, qui, grâce à Gornakur Karkar, devint célèbre chez les vrais savants de presque tout notre mégalocosmos, eut pour origine les circonstances suivantes dues au hasard. Un jour, lors d'une visite à l'ami de mon naissance Gornakur Karkar sur la planète Saturne, celui-ci, qui avait également entendu parler de cet appareil, me pria, au cours d'une conversation, de lui en rapporter un de la planète Terre, si j'allais encore une fois là-bas. Et lorsque je descendis peu après sur la planète Terre, je me procurai un de ces appareils et l'emportai sur la planète Mars, dans l'intention, dès que les circonstances s'y prêteraient, de l'envoyer à Gornakur Karkar sur la planète Saturne. Or, pendant longtemps, notre vaisseau Occasion, n'ayant pas eu à se rendre sur la planète Saturne, je gardais l'appareil Ala Atapan chez moi sur Mars. Il tombait souvent dans le champ de perception automatique de mes organes visuels, et pendant les moments où je me reposais d'un pensée actif, je l'observais avec attention, si bien que je finis par me familiariser avec tous les détails de sa construction et de son fonctionnement. Ce fameux instrument d'expérience Ala Atapan était composé de 3 parties indépendantes. La partie antérieure se nommait Lusotchepana, la partie centrale Dven Dvok, et la dernière, la partie postérieure, Riank Pokoratsrs. La partie antérieure, nommée Lusotchepana, comprenait une sorte de tuyau en forme de cône, dont l'extrémité la plus large était hermétiquement ajustée au cadre de la seule fenêtre de la chambre où se faisaient les expériences. L'autre extrémité présentait une petite fente avec un disque collecteur par laquelle ce qu'on appelle les rayons de la lumière du jour, entrant par la fenêtre, étaient transformés, comme l'auraient dit les favoris, en rayons blancs concentrés. Ce rayon blanc concentré passait alors par un cristal de forme spéciale, où il se brisait en 7 rayons colorés distincts, qui tombaient sur une petite plateforme en ivoire appelée Pyrengiel. Cette plateforme Pyrengiel était construite et réglée de telle sorte que ces rayons colorés y étaient concentrés à nouveau, d'une autre manière cette fois, et traversant un second cristal de forme spéciale lui aussi, tombait sur une autre plateforme plus large, également en ivoire, nommée Polorish Burda. En face de ce Polorish Burda se trouvait un petit appareil de construction particulière, à travers lequel, par un déplacement approprié, on pouvait isoler l'un quelconque des rayons colorés qui tombaient sur le Polorish Burda, et le diriger plus loin, sur la 3e partie de la Atapan, appelée Riangpokoratsros. Il serait bon de te dire ici que le savoir relatif aux caractéristiques du premier cristal de cette partie de l'appareil Ala Atapan était parvenu jusqu'à tes favoris actuels, et ils nomment ce cristal un prisme. Au moyen de ce prisme, les savants terrestres contemporains obtiennent également 7 rayons colorés à partir du rayon blanc, et ils rêvent encore de pouvoir de cette manière connaître certains autres phénomènes cosmiques. Mais bien entendu, tous leurs rêves et autres formes de titillation scientifique ne donneront rien du seul fait déjà qu'à travers leur prisme, ils obtiennent seulement ce qu'on appelle les rayons colorés négatifs du rayon blanc, et que pour comprendre n'importe quel autre phénomène cosmique se rapportant aux modifications transitoires de ce rayon blanc, il est absolument nécessaire d'avoir à sa disposition ces rayons colorés positifs. Néanmoins, tes favoris contemporains s'imaginent que les rayons colorés obtenus au moyen de ce jouet d'enfant qu'ils nomment prisme sont les rayons positifs, comme ceux qu'avaient obtenus les grands savants, et dans leur naïveté croient que le spectre qu'ils tirent du rayon blanc donne exactement le même ordre d'apparition des rayons que celui dans lequel ils surgissent de leur source. Bref, en ce qui concerne ces savants de malheur de nouvelle formation, on ne peut guère que répéter l'expression dont tes favoris eux-mêmes se servent si souvent.
Que le diable les emporte. Ce n'est pas pour rien que certains de nos individuums sacrés n'ont en général pas d'autre mot pour désigner tes favoris que celui de farceur. Ainsi donc, au moyen de ces deux cristaux, ces grands savants tiraient du rayon blanc ces rayons colorés positifs, puis, à l'aide de la plateforme Polorich-Burda, partie centrale du Lusote-Tchepena, chacun de ces rayons colorés était dirigé sur la troisième et principale partie de cet étonnant appareil, c'est-à-dire sur le Riangpokorats. Cette partie principale consistait en un trépied ordinaire, au sommet duquel étaient ajustées d'une certaine façon, l'une sur l'autre, deux sphères également en ivoire. La sphère supérieure était un peu plus grosse que l'inférieure. La petite sphère, l'inférieure, présentait juste en face de la partie du Lusote-Tchepena, déjà traversée par les rayons colorés positifs, une cavité de forme particulière où l'on plaçait en vue des expériences soit le produit polymédertique intégral nommé opium, soit l'un de ces éléments actifs isolés pour les besoins de l'expérience. La sphère supérieure était perforée horizontalement de part en part à la hauteur du Lusote-Tchepena, tandis que perpendiculairement à ce large cylindre était percée une ouverture plus petite et moins profonde, n'atteignant que le centre et faisant directement face au Lusote-Tchepena. Cette seconde ouverture, n'atteignant que le centre, était disposée de façon à pouvoir diriger à volonté les rayons colorés, soit directement à partir du Lusote-Tchepena, soit par réflexion à partir de la cavité de la petite sphère inférieure. Par le cylindre creux de la grande sphère pouvait être aisément manœuvré un bambou spécialement préparé à l'avance. Longtemps avant l'expérience, nombre de ces bambous étaient plongés dans une obscurité absolue, ou dans une lumière de teinte orangée, comme on dit sur Terre, obtenue par combustion du simkalash, que l'on tire d'une certaine sorte d'argile, dont les gisements se trouvent en général sur ta planète dans des terrains saturés d'acide soulonilovien, formés eux-mêmes de masse moline, ou suivant la dénomination en usage chez tes favoris, de naphte. Ces bambous étaient ensuite trempés dans un liquide ainsi composé. Premièrement, blanc d'œuf de l'oiseau appelé Amersamarkshasrakanara. Deuxièmement, sève de la plante nommée Chiltunak. Troisièmement, excrément d'un être quadrupède portant le nom de Kesmaral. Quatrièmement, amalgame de mercure préparé de manière spéciale. Une fois bien imbibés, ces bambous étaient insérés un par un dans d'autres bambous plus gros, non préparés, et dont les extrémités étaient alors hermétiquement scellées. Cette opération avait naturellement lieu elle-même dans une obscurité absolue ou dans la lumière orangée du simkalash. Par la suite, lorsqu'on avait besoin en vue d'une expérience de l'un de ces bambous imprégnés, une extrémité du gros bambou non imbibé était insérée d'une certaine manière dans le trou cylindrique percé à travers la plus grosse sphère du Riangpokortats et s'ouvrait à l'aide d'un crochet fixé à une petite baguette, au moyen de laquelle on pouvait manœuvrer le bambou imprégné à la vitesse voulue. Or, telle était l'action du liquide dans lequel ces bambous avaient été trempés, que la partie du bambou imprégné sur laquelle le rayon coloré tombait, qu'il vint directement du Lusote-Tchepena ou, après réflexion, dans la cavité de la petite sphère inférieure, prenait instantanément et pour toujours la couleur de ce rayon. Les parties dénudées de ces bambous imprégnés prenaient également les couleurs correspondant aux vibrations sonores qui les atteignaient, vibrations produites par les cordes tendues sur la partie centrale de l'appareil appelée Dvenvok. Ce Dvenvok consistait en un cadre très solide de forme spéciale, fait de défense de mammouth, sur lequel étaient tendues de nombreuses cordes de taille et d'épaisseur diverses, faites les unes de boyaux de chèvre tordus, les autres de poils de la queue d'êtres de forme extérieure variée. « Dis-moi, s'il te plaît, cher grand-père, qu'est-ce qu'un mammouth » demanda Hassan. « Un mammouth, répondit Belzébuth, est un être bicérébral. Il en existait autrefois sur ta planète, et par rapport aux autres êtres de tout système de cerveau, leur forme extérieure était de grande dimension. Les êtres de cette sorte furent eux aussi victimes des conséquences de la catastrophe au cours de laquelle se détacha de la planète Terre ce grand fragment aujourd'hui nommé Lune, devenu ce que j'ai appelé un parvenu planétaire indépendant au sein du système solaire Ors, et qui reste pour ton infortunée planète la source principale de tout le mal.
Lorsque l'atmosphère de cette petite parvenue de planète fut constituée, et se fut peu à peu harmonisée, l'atmosphère de la planète Terre fut soumise, comme je te l'ai déjà dit, à des vents violents qui firent de certaines parties de sa surface des déserts de sable, tandis que dans les régions des pôles nord et sud, la neige tombait continuellement, au point de combler toutes les dépressions de terrain à la surface de ces pôles. Ces êtres appelés mammouths résidaient habituellement sur ces parties de terre ferme de la surface de ta planète, et pendant ces terribles tempêtes de neige, comme on dit, ils furent tous ensevelis. Depuis lors, cette sorte d'être n'a jamais reparu là-bas. Il est intéressant de remarquer qu'on trouve encore aujourd'hui enfouis sous la neige qui comblait ces dépressions plus tard recouvertes de cachimane, c'est-à-dire de cette substance qui constitue à la surface de ta planète ce qu'on appelle le sol, des corps planétaires de mammouth en excellent état de conservation. S'ils se sont si bien conservés et depuis tant de temps, c'est que la neige fut très vite recouverte de cachimane, réalisant ainsi les conditions d'isolation clanienne ou, comme l'auraient dit tes favoris, les conditions d'une sphère hermétiquement close, à l'intérieur de laquelle ces corps planétaires de mammouth n'avaient jamais été exposés à ce qu'on appelle là-bas la décomposition. En d'autres termes, les éléments actifs dont sont en général constitués ces corps planétaires n'ont jamais involué complètement jusqu'à leur origine première. Ainsi donc, mon enfant, cet étonnant appareil Ala-Atapan démontrait que les trois résultats transitoires de processus cosmiques dont je viens de parler non seulement prennent des formes analogues dans leur manifestation intérieure, mais sont constitués des mêmes facteurs. Au moyen de cet appareil, il était possible de vérifier et de démontrer, d'une part, que dans chacun de ces trois résultats transitoires de processus cosmiques généraux n'ayant entre eux rien de commun extérieurement, s'effectuaient les mêmes actions réciproques, dérivant l'une de l'autre pour constituer un fonctionnement commun, et que sous le rapport des particularités évolutives et involutives de la loi d'Heptapara-Parchinok, à chacun de ces stades intermédiaires, l'action du fonctionnement total de l'un de ces résultats exerçait une influence sur l'action d'un autre au stade correspondant, exactement comme à l'intérieur de ses propres limites. D'autre part, qu'une complète affinité existait entre ces résultats cosmiques transitoires quant aux propriétés des vibrations qui les constituaient. Cette complète affinité, dans les relations intérieures mutuelles de ces trois résultats transitoires sans aucun rapport extérieur, se démontrait de la manière suivante. Par exemple, tel rayon coloré, dirigé sur tel élément actif de l'opium, le transformait en un autre élément actif, dont les vibrations nouvellement acquises correspondaient à celles du rayon coloré qui avait agi sur lui. On obtenait le même résultat en dirigeant sur ce même élément actif, au lieu de ce rayon coloré, les vibrations sonores correspondantes des cordes du Dvendvok. De plus, si l'on faisait passer tel rayon coloré à travers tel élément actif de l'opium, ce rayon prenait alors à son passage une coloration dont les vibrations correspondaient à celles de cet élément actif. Ou bien, si tel rayon coloré était dirigé de manière à traverser la vague de vibrations sonores, résonnant encore à ce moment-là d'une corde correspondante du Dvendvok, il prenait, en passant par cette vague, une autre couleur, correspondant aux vibrations données par la corde. Enfin, si tel rayon coloré et telle vibration sonore étaient simultanément dirigés sur l'un des éléments actifs de l'opium, choisi parmi ceux dont le nombre de vibrations était inférieur au total des vibrations du rayon coloré et du son, cet élément actif de l'opium était transformé en un autre, dont le nombre de vibrations répondait exactement au total des vibrations issues de ces deux causes différentes, et ainsi de suite. Cet incomparable appareil d'expérience prouvait également que les vibrations les plus hautes d'un résultat imposaient toujours leur direction à toutes les vibrations inférieures d'autres résultats cosmiques transitoires. Après tout ce que je viens de te dire, mon enfant, tu es maintenant à même de comprendre certaines informations grâce auxquelles pourront se cristalliser en ton pensée des données qui te permettront de te représenter d'une part la forme générale que prirent en Chine les résultats du labeur conscient, impartial et opiniâtre des deux saints frères, ces grands savants terrestres, d'autre part le degré de désagrégation auquel est tombée l'intelligence éthrique dans la présence de ces malheureux êtres terrestres tricérébraux. Ainsi donc, pour la seconde fois au cours de mes observations sur l'existence des êtres tricérébraux qui te plaisent,
je vis surgir dans cette Chine encore toute nouvelle, grâce aux deux frères jumeaux, ces grands savants terrestres, une branche indépendante de la vraie science, constituée par l'ensemble d'informations concernant le problème spécial dont avait pris pleinement conscience la raison perfectionnée d'êtres tricérébraux d'époques antérieures, et relatif à la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparchinote sacré, alors appelée loi de Neuf. Pendant les 2 ou 3 siècles qui suivirent le rasquarno sacré des deux grands frères jumeaux, cette branche de la science non seulement se transmit de génération en génération de manière presque normale et sans être déformée, mais grâce à d'autres vrais savants qui leur succédèrent, elle se fit plus détaillée et devint accessible aux êtres ordinaires eux-mêmes. S'il en fut ainsi, c'est avant tout parce qu'ils avaient conservé la coutume, établie par les êtres savants du continent Atlantide, de ne transmettre ces sortes d'informations aux êtres des générations postérieures que par l'intermédiaire de véritables initiés. Je ne puis m'empêcher ici, mon enfant, de remarquer et de reconnaître en toute certitude que si cette coutume sensée, établie depuis si longtemps, s'était maintenue, fût-ce automatiquement, dans le processus d'existence de ces malheureux êtres tricérébraux qui te plaisent, il est hors de doute dans le cas présent que cet ensemble de vraies informations, dont avait pleinement pris conscience la raison de leurs ancêtres encore relativement normaux, se serait conservé et aurait pu devenir le patrimoine de tes favoris actuels. Ainsi, ceux d'entre eux qui font encore de constants efforts pour ne pas devenir les victimes définitives des conséquences du maudit organe Kunda Buffer auraient pu mettre à profit ces informations pour les aider dans leur lutte intérieure, déjà devenue presque impossible. Au regret de tous les individuums plus ou moins conscients et relativement indépendants de notre mégalocosmos, et pour le malheur de tous les êtres tricérébraux qui peuplent ton infortunée planète, ils en vinrent peu à peu à dénaturer et à détruire presque définitivement ce bienfait que leurs grands ancêtres, pendant la période dont je viens de te parler, c'est-à-dire pendant 2 ou 3 de leurs siècles, avaient créé pour eux grâce à leurs efforts conscients et à leurs souffrances volontaires. Cela se produisit pour 2 raisons. La première fut que du fait des conditions anormales d'existence éthrique extérieure qu'ils avaient eux-mêmes établies, certains d'entre eux, en devenant des êtres responsables, développèrent ce besoin psycho-organique particulier qu'on aurait pu formuler ainsi dans leur langue, soif inextinguible d'être considérés comme des savants par les êtres de leur entourage. Et ce besoin psycho-organique fit apparaître en eux l'étrange inhérence dont je t'ai parlé plus d'une fois, qu'ils nomment eux-mêmes tendance à la sophistication astucieuse. À ce propos, mon enfant, sache une fois pour toutes que lorsque j'emploie l'expression « savant de nouvelle formation », je fais toujours allusion à ceux de tes favoris qui sont affligés de cette inhérence spécifique. L'autre raison tenait à certaines circonstances temporaires indépendantes d'eux, dues à des processus cosmiques généraux, notamment à l'action de la loi Solunantius et sous l'influence desquels commencèrent à s'affaiblir, dans la présence générale des vrais initiés de là-bas, les données éthriques cristallisées en eux pour y engendrer des impulsions nommées pénétration et prévision. Ils se mirent alors à regarder les types de nouvelles formations que je viens de décrire comme étant des leurs, et à les initier à quelques-unes des vraies informations dont l'ensemble était connu d'eux seuls. Dès lors, cette branche de la vraie science, étant déjà tombée en la possession du plus grand nombre, se dégrada peu à peu pour finir par être à nouveau presque complètement oubliée. J'ai employé le mot « presque », car après cette période, dès qu'un processus d'existence éthrique relativement normal eut été rétabli, certains éléments de cet ensemble d'importantes informations, objectivement vraies, furent de nouveau transmis aux générations suivantes par la seule entremise des véritables initiés, et, se transmettant de génération en génération, sont parvenus intacts à un nombre très limité, il est vrai, de tes favoris actuels. La plupart d'entre eux n'ont reçu en héritage, de tout le vrai savoir dont avaient pris conscience leurs grands ancêtres éloignés, que les quelques éléments pratiques, sans importance, parvenus automatiquement jusqu'à eux, et qui, pendant la période trouble dont j'ai parlé, s'étaient largement répandus parmi les êtres ordinaires de cette Chine encore toute nouvelle. Au nombre des informations fragmentaires qui leur sont parvenues automatiquement se trouvent d'une part plusieurs procédés permettant d'extraire du produit polormédertique appelé opium quelques-uns de ces éléments actifs indépendants. D'autre part, la loi de combinaison des couleurs,
Enfin, la gamme de sons à 7 notes. En ce qui concerne la première de ces 3 informations relatives aux résultats pratiques obtenus par la raison des êtres tricérébraux de la Chine ancienne, je dois te dire que certaines des parties constitutives de ce produit nommé opium, ayant la propriété particulière d'exercer une action agréable sur leur anormal psychisme général, ils se mirent à en faire constamment usage, et c'est pourquoi la connaissance de nombreux procédés pour extraire certains de ces éléments actifs indépendants fut transmise de génération en génération et parvint à tes favoris actuels. Aujourd'hui encore, ils extraient un grand nombre de ces éléments distincts et s'en servent avec ardeur en vue de satisfaire les conséquences déjà cristallisées en eux des propriétés de l'organe cunidabulaire. Ces éléments extraits de la composition générale de ce produit polymértique portent naturellement des noms nouveaux chez tes favoris actuels. Un drôle de savant chimiste contemporain, un certain Mendeleev, a même rassemblé les noms de tous les éléments actifs obtenus, et il les a soi-disant classés selon leur poids atomique. Bien que sa classification ne corresponde en rien à la réalité, on peut néanmoins reconstituer approximativement, d'après ces poids atomiques, la classification établie par les grands savants terrestres de la Chine. Des 400 éléments actifs de l'opium, alors connus des grands frères, les chimistes contemporains de la Terre ne savent plus extraire que 42, qui portent aujourd'hui les noms suivants: morphine, protopine, lantopine, porphyroïne, opium ou narcotine, paramorphine ou thébaïne, formine ou pseudomorphine, métamorphine, nioscopine, oléopine, atropine, pyrotine, réadine, tictoutine, colotine, xanthaline, zoutine, tritopine, lodamine, lodanosine, podotaurine, arcatosine, tokitosine, lictonosine, méconidine, papavérine, kryptonine, cadminine, colomonine, koilononine, cotormine, hydrocotarmine, opianine, méconine, méconoïosine, listotaurine, fictonosine, codéine, narcéine, pseudocodéine, microparaïne, microthébaïne et messaïne. Pendant mon dernier séjour sur ta planète, j'appris que les êtres savants contemporains de la communauté d'Allemagne avaient soi-disant découvert des procédés pour extraire de l'opium plusieurs autres éléments actifs indépendants. Mais comme je m'étais déjà convaincu que les savants contemporains de cette communauté ne font, dans la plupart des cas, que se livrer à leur fantaisie, et, tels les êtres de la Grèce ancienne, ne préparent rien de bon ni d'utile pour les générations à venir, je ne m'intéressais pas à ces découvertes scientifiques, comme ils les appellent, et j'ignore les noms de ces nouveaux éléments actifs d'aujourd'hui. En ce qui concerne la seconde des informations parvenues aux êtres contemporains au sujet des résultats pratiques obtenus par la raison des êtres de la Chine ancienne, à savoir la science relative à la loi des combinaisons de couleurs, elle fut transmise de façon presque continue, de génération en génération, mais sous une forme d'année en année plus dénaturée, pour finir par tomber il y a 2 siècles à peine dans un oubli à peu près total. De nos jours, certaines informations relatives à cette loi continuent à se transmettre, mais ne sont plus connues que de quelques êtres tricérébraux appartenant à la communauté existant sous le nom de Perses. D'ailleurs, depuis que l'influence de la fameuse peinture européenne moderne se propage automatiquement parmi ces êtres, on doit s'attendre, comme le dit notre vénérable maître, à ce qu'elles s'évaporent à leur tour au plus vite et pour toujours. Quant à la gamme de sons à 7 notes qui leur est parvenue des êtres de Chine, de la Chine ancienne, il me faut te donner à son sujet le plus de détails possible. D'abord parce que cela te fera mieux comprendre les lois des vibrations qui permettent de constater et de connaître toutes les particularités de l'heptaparaparchinoque sacré. Ensuite parce que j'ai rapporté à la maison, entre autres objets intentionnellement fabriqués par les êtres tricérébraux qui te plaisent, en vue d'un usage quotidien de leur existence ordinaire, un instrument producteur de son du nom de piano.
sur lequel les cordes génératrices de son sont disposées et peuvent être accordées de la même manière que sur le Zwentvok, c'est-à-dire la seconde des parties principales du fameux appareil d'expérience Ala Atapan, créé par les grands frères jumeaux. Lorsque nous serons revenus sur notre cher Karataz, je pourrais te faire sur ce piano une démonstration directe de ce que l'on appelle l'ordre de succession des processus de fusion réciproque des vibrations. Grâce à mes explications pratiques, tu pourras mieux te représenter et comprendre, jusqu'à un certain point, comment et dans quel ordre s'effectue dans notre mégalocosmos le processus du très grand Trogo-Auto-Égocrate, et de quelle manière surgissent les grandes et petites concentrations cosmiques. En te racontant comment a survécu cette information relative aux résultats pratiques relevant d'une science ancienne véritable et comment elle est parvenue de manière automatique jusqu'à tes favoris contemporains, je te donnerai tout d'abord des éclaircissements plus précis sur cette même loi des vibrations que les grands frères formulèrent pour la première fois sous le nom de la loi des vibrations de son à 7 centres de gravité. Je t'ai déjà dit qu'au commencement, quand cet ensemble de vraies informations authentiques, ou ce fragment de vrai savoir, était transmis par les êtres d'une génération à ceux des générations suivantes, par la seule entremise des véritables initiés, non seulement le sens exact qui y avait été inséré se maintint dans toute son intégrité, mais ces informations se firent plus détaillées, grâce à d'autres vrais savants qui leur succédèrent, au point qu'elles devinrent accessibles à la perception des êtres terrestres tricérébraux ordinaires eux-mêmes. Au nombre de ces successeurs apparut, un siècle et demi après le rascoarno sacré des saints frères, un vrai savant du nom de King Toz, qui édifia, en se basant sur les principes de construction de la partie centrale de l'appareil Ala Atapan, appelé Dvenvok, une théorie très détaillée qu'il intitula Théorie de l'évolution et de l'involution des vibrations. Pour confirmer sa théorie, il fabriqua un appareil spécial de démonstration qu'il nomma l'Avmersnok, et qui plus tard, soit dit en passant, fut connu lui aussi de presque tous les êtres savants de notre mégalocosmos. Cet appareil, l'Avmersnok, se composait, de même que la partie centrale de la Atapan, d'un cadre très solide, sur lequel étaient tendues de nombreuses cordes faites de boyaux et de crins de divers êtres quadrupèdes de là-bas. Une extrémité de ces cordes était attachée à l'un des bords du cadre et l'autre à des chevilles disposées sur le bord opposé. Ces chevilles étaient ajustées de manière à tourner librement dans leurs alvéoles et les cordes qui y étaient attachées pouvaient être tendues ou relâchées à volonté afin de donner le nombre voulu de vibrations. Parmi les nombreuses cordes tendues sur le Lavmersnok, 49 étaient colorées en blanc et la totalité des vibrations de chacune d'elles, c'est-à-dire le son déterminé produit par ces oscillations, fut appelé centre de gravité de l'octave. Ce son déterminé correspondait à ce que tes favoris nomment à présent un ton entier. Chaque groupe de 7 cordes donnant ces sons centres de gravité ou tons entiers était alors et encore appelé une octave. Sur l'appareil Lavmersnok étaient donc tendues des cordes représentant 7 octaves de tons entiers, dont l'harmonie totale donnait ce qu'on appelle l'anziano sacré, c'est-à-dire précisément ce que les deux grands frères avaient pressenti et qui se trouva coïncider presque exactement avec ce qu'ils nommaient, comme je l'ai déjà dit, le son mondial niriusnocien. Chacune de ces octaves de cordes du Lavmersnok donnait la totalité de vibrations qui, selon les calculs des grands frères jumeaux, correspondait à l'ensemble des vibrations de toutes les substances cosmiques issues de 7 sources distinctes indépendantes, substances qui constituent l'un des 7 centres de gravité de l'octave cosmique fondamentale Anza-Palmienne. Sur le Lavmersnok, cet être savant chinois King Toz accordait séparément chaque corde blanche, de manière à donner le nombre proportionnel de vibrations qui devait se trouver, selon les calculs des grands frères, dans les substances constituant l'un des 7 centres de gravité de l'ensemble donné de substances, lequel constitue à son tour l'un des 7 centres de gravité de l'octave cosmique fondamentale des substances. Sur le Lavmersnok, chaque octave, comme chaque ton entier de l'octave, avait son propre nom.
Ainsi, l'octave supérieure des cordes était appelée Arachia Plumish. La seconde octave supérieure, Erchrodiapan. La troisième supérieure, Error-diapan. La quatrième supérieure, Choror-diapan. La cinquième supérieure, Pion-diapan. La sixième supérieure, Vetseror-diapan. La septième supérieure, Octeror-diapan. Quant aux cordes centres de gravité qui étaient teintes en blanc, elles portaient dans toutes les octaves le même nom accompagné du nom de l'octave donnée. Ces tons entiers étaient appelés: le premier, au sommet de l'octave, Adashtanas, le deuxième, Evotanas, le troisième, Gevorgtanis, le quatrième, Maikitanas, le cinquième, Midotanas, le sixième, Lukotanas, le septième, Sonitanis. Les êtres terrestres contemporains nomment ces mêmes tons entiers Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. À ce propos, mon enfant, afin que la grandeur de ces deux saints frères t'apparaisse encore plus évidente, j'attire ton attention sur le fait que leurs calculs, en vue d'établir la qualité de vivification des vibrations du son, qui selon leur supposition correspondait à la vivification des sources cosmiques des substances, se trouvèrent coïncider presque exactement avec la réalité. Leur mérite était d'autant plus grand qu'ils ne possédaient en tant qu'êtres terrestres aucune vraie information à ce sujet. Et s'ils furent capables de faire des suppositions correctes et des calculs presque exacts sur toutes sortes de vérités cosmiques objectives, ce fut exclusivement grâce à leurs efforts conscients et à leurs souffrances volontaires. Puis, ce savant, King Tutos, disposa sur le lave-merznok, en certains points de chaque octave, entre les cordes blanches correspondant au taux entier, 5 autres cordes teintes en noir cette fois. Il appela ces cordes noires demi-sakashta, ce qui correspondait, selon la terminologie des êtres terrestres, à ce qu'ils appellent des demi-tons. Sur le lave-merznok, aucune de ces cordes demi-tons n'était tendue dans les espaces qui séparaient celles des cordes des tons entiers, entre lesquels, d'après les indications des saints Tchuntiltes et Tchuntropel, et conformément à l'heptaparaparchinok sacré, il n'y a pas de possibilité d'évolution ni d'involution indépendante des vibrations du son, espaces qu'ils avaient été les premiers à nommer des intervalles. Et aux endroits précis de l'octave où ces intervalles devaient se trouver, cet être savant, King Tutos, disposa entre les tons entiers des cordes spéciales faites de crins, provenant de la queue d'êtres appelés là-bas chevaux. Ces cordes de crins donnaient des vibrations qui n'étaient pas toujours les mêmes, et King Tutos les appela vibrations chaotiques. Le nombre de vibrations produites par ces cordes de crins ne dépendait pas de leur tension, comme pour les autres cordes, mais de causes différentes, notamment de 3 conditions issues de résultats cosmiques environnants, soit l'action des vibrations qui se propageaient autour d'elles et qui étaient produites par d'autres cordes du lave-merznok, l'état de ce qu'on appelle la température de l'atmosphère au moment donné, et les radiations des êtres se trouvant à proximité sans distinction de système de cerveau. Sur ce lave-merznok, on avait également disposé, dans chaque octave, entre ces cordes noires, blanches et de crins, 14 cordes faites elles aussi de boyaux tordus, teintes en rouge et appelées Kiskes-Chur. Si les êtres terrestres contemporains utilisaient ces cordes, ils les nommeraient quarts de ton. En outre, toutes les cordes quarts de ton, qui étaient tendues à côté des cordes de crins, étaient ajustées de telle manière qu'en les tendant ou les détendant, on pouvait à tout moment faire varier à volonté les vibrations qu'elles produisaient. Ainsi, ces vibrations pouvaient être réglées et, à l'oreille, fusionnées avec les vibrations chaotiques émises par les cordes de crins. Et cela parce que les fréquentes variations de ces vibrations des cordes de crins, dont la qualité dépendait, comme je l'ai déjà dit, de la température de l'atmosphère, des radiations des êtres se trouvant à proximité et de quantité d'autres causes, donnaient aux vibrations de ces cordes rouges la propriété qu'elles ne fusionnaient pas avec celles des cordes de crins, d'agir sur les êtres présents d'une manière très cacophonique et pernicieuse, pouvant aller jusqu'à leur totale destruction. Mais en modifiant souvent la tension des cordes rouges et en faisant fusionner leurs vibrations avec celles qui provenaient du lave-merznok, on les rendait inoffensives, c'est-à-dire que l'ensemble des vibrations issues du lave-merznok
devenaient pour les êtres qui les percevaient un flot d'harmonie et cessaient d'avoir sur eux une action nuisible. Ainsi donc, mon enfant, cet appareil Lave-Mertznock, de même que la théorie détaillée de cet être savant consciencieux des temps anciens, King Tutoz, subirent le même sort que l'incomparable appareil Alla Atapan et que l'ensemble de vraies informations dont avaient pris conscience les grands frères. En raison de la formation persistante et même accrue chez certains de tes favoris de ce nouveau type de savants ayant une tendance inhérente à sophistiquer astucieusement, tout cet ensemble d'informations s'altéra, et peu à peu, le vrai sens et l'importance réelle en furent oubliés. Quant au fait que le principe fondamental de disposition des cordes sur l'appareil Lave-Mertznock, tout comme sur le Dvenvok, partie centrale de l'Alla Atapan, est automatiquement parvenu à tes favoris contemporains, en voici les raisons. Lorsque la crise aiguë de cette période confuse fut passée, certains fragments restés intacts de toutes ces grandes acquisitions dues à la raison d'être tricérébraux encore relativement normaux furent à nouveau transmis aux générations suivantes de la manière qui avait été établie auparavant dans le processus de leur existence ordinaire, c'est-à-dire selon un mode de transmission uniquement assuré par des êtres ayant déjà mérité de devenir de vrais initiés et d'en acquérir le savoir. Cependant, d'année en année augmentait parmi eux le nombre des êtres responsables affligés de cette fameuse tendance. C'est alors qu'apparut dans cette même Chine un être tricérébral du nom de Tai Yu, qui, parvenu à l'âge responsable, devint lui aussi un savant de nouvelle formation. Ce Chai Yu fut cause de ce que la science de cette gamme de sons à 7 tons et son application pratique devinrent accessibles à tous et se transmirent automatiquement de génération en génération jusqu'à tes favoris contemporains. Dans les premières années de son existence responsable, ce Chai Yu fut désigné, en raison de certains mérites subjectifs correspondants, comme candidat au titre d'initié de premier ordre. Par suite, une aide lui fut donnée, à son insu par qui de droit, selon une coutume établie depuis longtemps parmi les vrais initiés, afin qu'il reçût toutes les informations voulues relatives à différents événements réels qui avaient eu lieu autrefois sur leur planète. Comme le montrèrent plus tard mes minutieuses investigations, il devint digne de connaître tous les détails de construction du grand appareil Lave-Mertznock. C'est alors qu'à seule fin de se voir considéré comme savant par les êtres de son entourage, ce Chai Yu, qui fut l'un des premiers types de savant idéal de nouvelle formation, c'est-à-dire un être ayant pleinement développé la tendance à sophistiquer, entrepris sur la base des informations relatives aux détails du grand appareil Lave-Mertznock, dont il avait eu connaissance de la manière que j'ai dite, non seulement d'élucubrer une théorie de son cru, théorie qui n'affirmait ni ne niait absolument rien au sujet des lois des vibrations, mais de construire un nouvel instrument producteur de sons simplifié qu'il nomma King. Cette simplification consistait en ce que, sans tenir aucun compte des cordes rouges ni des cordes de crin tendues sur le Lave-Mertznock, il prit pour base de son instrument producteur de sons les seules cordes blanches et noires, ne gardant même que le nombre de cordes correspondant à 2 octaves, et les plaça dans un ordre tel que l'octave entière du milieu disposait pour son développement évolutif et involutif de la moitié de l'octave supérieure suivante et de la moitié de l'octave inférieure précédente. Bien que la théorie élucubrée par ce Chai Yu n'ait pas subsisté longtemps elle non plus, l'instrument producteur de son King qu'il avait construit n'en devint pas moins accessible à tous en raison de sa simplicité. Et comme les résultats qu'on en tirait pour une action intentionnelle se révélèrent excellents et des plus aptes à chatouiller de nombreuses données cristallisées en leur présence générale grâce aux conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, il passa automatiquement de génération en génération. La forme extérieure de cet instrument, le mode de construction de son cadre, la tension des cordes et leurs noms furent même bien souvent modifiés par les êtres des générations suivantes pour aboutir, chez tes favoris contemporains, à ces lourds instruments producteurs de sons compliqués jusqu'à l'idiotie et ne correspondant en rien à leur force physique retombée au niveau de l'enfance, qu'ils nomment clavicembale, clavecin, orgue, piano droit, piano à queue, harmonium, etc. Cependant,
Le principe fondamental de ce qu'on appelle alternance de son centre de gravité est resté jusqu'à nos jours le même que celui qu'appliquèrent les saints frères Tschun-Kiltes et Tschun-Tropel sur le Dvendok, c'est-à-dire sur la partie centrale de l'incomparable appareil d'expérience Ala Atapan de leur invention. C'est pourquoi, mon enfant, cette subdivision chinoise de l'octave de son en 7 tons, simplifiée par Chai Yu, est parvenue jusqu'à tes favoris contemporains qui l'appliquent aujourd'hui à tous les instruments producteurs de son que je viens d'énumérer, peut encore servir, comme je te l'ai déjà dit, à l'étude comparative directe et à la connaissance approximative de la manière dont les substances cosmiques de densité et vivification diverses se constituent au cours du grand processus trogo-auto-égocratique, à partir de ce qu'on appelle le flux des vibrations issues les unes des autres, et de la manière dont elles s'unissent et se désunissent pour former de grandes et petites concentrations relativement indépendantes, réalisant ainsi l'Irani-Rano-Mange cosmique général. Tu t'en convaincras d'ailleurs bientôt par toi-même, lorsque, à notre retour sur notre cher Karataz, je te montrerai et t'expliquerai pratiquement, comme je te l'ai déjà promis, la signification du principe d'accord de cet instrument contemporain, le piano, instrument producteur de son que j'ai rapporté entre autres objets de la surface de ta planète, en vue d'élucider expérimentalement chez moi, en toute tranquillité, n'ayant pas eu le temps de le faire sur place, l'une de ces particularités liées à l'étrange psychisme des êtres tricérébraux qui t'intéressent, ainsi qu'aux vibrations de vivification diverses engendrées autour d'eux. Et maintenant je te ferai part d'une petite constatation que je fis au cours de mon dernier séjour parmi eux. Les êtres tricérébraux contemporains de ta planète, bien qu'ils aient fait de cette subdivision chinoise en 7 tons la base de tous leurs instruments producteurs de son, et qu'ils en perçoivent chaque jour les résultats, loin de s'en trouver le moins du monde inspirés, comme ils devraient l'être objectivement, bien au contraire, maintiennent intentionnellement en eux, sous l'action de ce mode d'accord, sans aucun remords et même avec une impulsion de satisfaction, le flux de ces associations qui surgissent en leur présence générale dans toutes leurs parties spiritualisées, sous l'influence de données cristallisées en eux par les conséquences des propriétés de ce maudit organe Kunda-Buffer. Après cette démonstration pratique sur le piano, tu pourras non seulement, j'en suis sûr, te représenter à peu près ce qu'on entend par flux des vibrations centres de gravité issues les unes des autres et fusionnant harmonieusement, mais constater une fois de plus avec une impulsion d'étonnement combien s'est affaiblie dans la présence générale de tes favoris l'essence de l'action de ces données éthriques qui doivent en général se cristalliser dans la présence de tous les êtres tricérébraux et dont l'ensemble est appelé subtilité de l'instinct. Ainsi donc, mon enfant, étant donné d'une part la continuelle dégradation, dans la présence générale de tes favoris, de la qualité de fonctionnement des données cristallisées en eux pour un saint pensée éthrique, et d'autre part le nombre sans cesse accru de ceux qui, parmi eux, devenaient des êtres responsables de nouveaux types, c'est-à-dire des savants de nouvelle formation, il ne parvint finalement plus rien aux êtres tricérébraux contemporains peuplant cette infortunée planète, de cet ensemble d'informations détaillées, presque sans précédent dans l'univers, dont la raison de leurs semblables avait autrefois pleinement conscience, et qui sont aujourd'hui utilisées pour le bien des êtres tricérébraux ordinaires sur toutes les planètes de notre mégalocosmos, à l'exception de la seule planète où elles firent leur apparition. Plus rien, dis-je, si ce n'est ce que notre vénérable Mullah Nasser Hidin définit par les paroles suivantes. Loué sois-tu, ô Créateur, de n'avoir pas fait les dents du loup comme les cornes de mon cher buffle, car je peux aujourd'hui faire toutes sortes de peines ravissants pour mon aimable épouse. Dans le cas particulier de la subdivision chinoise de l'octave en 7 tons, bien qu'elle soit parvenue à tes favoris actuels et qu'ils l'appliquent tant et plus dans le processus de leur existence ordinaire, ils ne soupçonnent cependant même pas que cette subdivision fut spécialement créée et édifiée selon les principes inébranlables sur lesquels repose toute chose existante dans notre mégalocosmos. Si l'on accepte un nombre insignifiant d'êtres appartenant à certains petits groupements existants sur le continent d'Asie qui ont instinctivement perçu le sens caché de cette division chinoise d'un son entier en 7 centres de gravité distincts et qui en limitent l'application pratique à celle de leurs manifestations qu'ils considèrent comme sacrées, on peut dire sans crainte que dans la présence de presque tous les êtres tricérébraux de ta planète ont tout à fait cessé de se cristalliser au cours des derniers siècles
les données permettant de reconnaître la hauteur de pensée et la signification contenue dans cette division. Et sur ce même continent d'Asie, comme sur les autres terres fermes de la surface de ta planète, les êtres contemporains, ayant déjà perdu toute sensibilité instinctive, emploient cette division à seule fin de satisfaire leurs désirs mesquins, indignes d'êtres tricérébraux. Ce qu'il y a de plus intéressant dans toute l'histoire que je viens de te raconter au sujet de la connaissance qu'ont eue de la loi sacrée d'Eptaparaparchinok les êtres tricérébraux peuplant ta planète, c'est qu'en dépit du grand nombre d'informations de toutes sortes ou, comme ils disent, de branches indépendantes de la connaissance scientifique qui ont à nouveau surgi chez eux et qu'ils doivent s'astreindre à bûcher selon leur expression, la loi de vibration qui constitue cependant la branche la plus importante, celle qui donne la possibilité, au moins approximative, de reconnaître la réalité, leur demeure totalement inconnue, abstraction faite bien entendu de leur fameuse théorie du son, d'apparition relativement récente, théorie soi-disant étudiée à fond et bien connue de leurs savants physiciens et savants musiciens contemporains. Pour te donner une image lumineuse de l'essence de tes favoris contemporains, en mettant en évidence divers malentendus surgis dans le domaine de cette branche de la science et largement répandus parmi certains d'entre eux, malentendus caractéristiques et susceptibles de te servir d'excellent matériel pour te représenter et évaluer le sens et l'importance objective de toutes les autres branches indépendantes de leur science exacte actuelle, je regarde comme nécessaire de t'expliquer en détail les théories des vibrations du son qu'étudient et prétendent connaître ces savants de malheur d'aujourd'hui. Mais avant de t'en parler, mon essence, une fois de plus, ordonne à ma présence tout entière d'exprimer ma sincère compassion pour le sort de ceux des êtres tricérébraux actuels qui, en pratiquant sans relâche les parcs-d'olgues devoirs étriques, atteignent à ce degré de raison où il leur devient inévitablement nécessaire d'acquérir en leur présence les données correspondant aux vraies informations relatives à la loi des vibrations. Ceci me revient en mémoire à l'instant, par association, avec une impulsion de pitié, parce que je rencontrais plus d'une fois pendant la période de mon dernier séjour parmi eux, de ces êtres tricérébraux auxquels il était devenu indispensable, en raison de l'état de leur perfectionnement psychique, de percevoir et d'assimiler de vraies informations sur la loi des vibrations. Et en même temps, je comprenais que, de toute évidence, ils n'avaient nulle source où puiser ce genre d'informations. Il est vrai qu'ils ont actuellement là-dessus un ensemble d'informations ou, comme ils l'appellent eux-mêmes, une théorie des vibrations, mais les malheureux êtres qui ont besoin de ces connaissances ne peuvent rien en tirer de tant soit peu satisfaisant pour leurs recherches, malgré tous leurs désirs et tous leurs efforts, si ce n'est diverses notions douteuses et contradictoires. Ainsi, mon enfant, à l'origine de ces malentendus terrestres, se trouve le fait que certains fragments d'informations relatifs à la loi des vibrations sont venus aux êtres contemporains de deux sources différentes, c'est-à-dire des anciens Chinois et des anciens Grecs, dont la communauté, je te l'ai déjà dit, t'en souviens-tu, fut constituée il y a longtemps entre les continents d'Asie et d'Europe par des pêcheurs asiatiques, ceux-là même qui inventèrent par ennui, pendant les périodes d'intempéries, des sciences de toutes sortes, au nombre desquelles cette science des vibrations du son. Et par la suite, cette science, passant de génération en génération, parvint à tes favoris actuels presque en même temps que la science chinoise. Tous les malentendus ultérieurs provinrent de ce que les informations qui leur venaient des anciens Chinois précisaient qu'une octave entière de vibrations contenait 7 restorioles, c'est-à-dire que l'octave se composait de 7 sons centres de gravité, tandis que dans les informations grecques, il était dit que l'octave entière de vibrations comprenait 5 restorioles, c'est-à-dire que l'octave se composait de 5 centres de gravité ou de 5 tons entiers. Or, par ce seul fait que le fonctionnement des données cristallisées au cours des derniers siècles dans la présence de tes favoris pour une compréhension étrique logique se fait presque à rebours, et que d'après leur courte hôte de raison logique, ces deux informations de sources différentes leur parurent également vraisemblables, les êtres de la civilisation contemporaine qui s'étaient mis à cuisiner avec autant d'aisance que des crêpes toutes sortes de spécialités scientifiques, tombèrent dans un état de grande perplexité et, pendant plusieurs années, ne purent parvenir à décider entre ces deux informations totalement contradictoires à laquelle donner la préférence pour l'adopter et l'admettre au nombre des branches de leur science officielle. Après avoir dépensé beaucoup de salive, comme ils disent,
Ils décidèrent finalement, pour ne froisser personne, et en même temps pour que cette branche de leur science comprît à la fois ces deux théories contradictoires qui leur étaient parvenues des temps anciens, de les réunir en une seule. Et un peu plus tard, l'un d'eux, nommé Aïdo-Ropoulo, inventa une très longue explication mathématique de ce malentendu, précisant pourquoi une des théories parlait d'une division de l'octave en 7 tons entiers et l'autre en 5 tons entiers seulement, et comment s'était produite cette importante contradiction. Dès lors, ces explications mathématiques apaisèrent définitivement tous les représentants qualifiés de la civilisation contemporaine, si bien qu'ils échafaudent aujourd'hui avec une conscience tranquille toute leur fantasmagorie relative aux vibrations sur les explications mathématiques de ce bon Aïdo-Ropoulo. Ces explications reposaient sur les considérations suivantes. Ce bon Aïdo-Ropoulo calculait d'une manière connue de lui seul le nombre de vibrations des 7 tons entiers chinois, puis il expliquait que dans l'octave chinoise de 7 tons, les tons entiers nommés mi et si n'étaient pas réellement des tons entiers, mais seulement des demi-tons, attendu que le nombre de leurs vibrations correspondait presque à celui des demi-tons grecs, qui, d'après la division de l'octave grecque, se trouvaient précisément entre les tons entiers chinois mi, fa et si, do. Ensuite, il émit l'hypothèse qu'il était probablement commode pour les Chinois d'avoir eux aussi des restorioles, c'est-à-dire des centres de gravité de la voix, sur ces demi-tons, et que pour cette raison, ils divisaient leur octave, non pas en 5 tons entiers comme les Grecs, mais en 7 tons, et ainsi de suite. Après cette explication du sieur Aïdo-Ropoulo, tous les savants contemporains de nouvelle formation se tranquillisèrent définitivement, comme je l'ai déjà dit, en collant une étiquette sur cette nouvelle branche de leur science officielle. Depuis lors, cette branche existe chez eux sous le nom de théorie de la loi des vibrations, et, comme l'aurait dit notre sage maître Mullah Nasser Haddin, elle s'en donne à cœur joie. À ce propos, je me souviens encore d'une sage sentence que, bon gré et mal gré, je ne puis m'empêcher d'exprimer à voix haute. Elle vient, elle aussi, de notre vénérable Mullah Nasser Haddin, qui la formule ainsi. « Et vous, drôle de foufou richant, qu'est-ce que cela peut bien vous faire d'avoir un mulet ou un lièvre pour votre âme des champs? N'ont-ils pas tous deux 4 pattes ?» Bien entendu, tes favoris actuels ne savent pas et ne soupçonnent même pas que leurs 2 divisions de l'octave en tons entiers, divisions qu'ils nomment chinoises et grecques, eurent pour origine 2 causes totalement différentes. La première, c'est-à-dire la division chinoise, fut, comme je te l'ai déjà dit, le résultat de la connaissance approfondie qu'avaient de la loi d'Heptaparaparchinok les 2 grands frères jumeaux, savants demeurés inégalés sur la terre. La seconde, c'est-à-dire la division grecque, fut édifiée sur la seule base des restorioles de la voix, naturelle aux êtres grecs à l'époque où fut composée cette octave grecque à 5 tons. Les restorioles de la voix, ou comme on les nomme encore parfois, les sons faciles de la voix, se constituaient et se constituent encore chez tes favoris en nombre presque égal à celui des groupements indépendants entre lesquels ils se divisaient et se divisent encore. Et il en est ainsi parce que ces sons faciles de la voix se constituent en général chez les êtres à partir de nombreuses conditions environnantes, extérieures et intérieures, indépendantes d'eux, géographiques, héréditaires, religieuses, et même à partir de la qualité de la nourriture ou de la qualité des influences réciproques, et ainsi de suite. Tes favoris contemporains ne peuvent naturellement pas comprendre que malgré tous leurs désirs et tous leurs efforts, les anciens Grecs, si consciencieuses qu'ait pu être leur attitude à ce sujet, ne trouvèrent dans la division de l'octave de son en tons déterminés rien de plus ni de moins que ces 5 tons entiers. En effet, la totalité des conditions intérieures et extérieures, indépendantes d'eux, ne leur permettait de s'appuyer en se livrant à leur chant que sur leurs 5 restorioles de la voix. On appelle restoriole ou son centre de gravité de la voix, parmi les différents sons produits par les organes appropriés, ceux que les êtres émettent selon des propriétés fixées en eux et dépendant du fonctionnement général de leur présence, propriétés qui sont à leur tour le résultat de l'hérédité et de facultés acquises en une manifestation libre, aisée et de longue durée, sans provoquer aucune tension de leurs autres fonctions distinctes. En d'autres termes, il y a restoriole lorsque le rythme du résultat de cette manifestation s'harmonise parfaitement en eux avec les autres fonctions de leur présence générale,
dont le rythme est déjà fixé par toutes les conditions intérieures et extérieures de leur existence éthrique ordinaire. Du fait de diverses conditions de caractère local et de certaines qualités héréditaires chez les êtres de presque chaque groupement ou de chaque région géographique, se constituent différents restorioles ou sons centres de gravité de la voix. Aussi, la division de l'octave en tons entiers diffère-t-elle totalement chez les êtres suivant le lieu de la surface de la planète qu'ils habitent. Il existe aujourd'hui parmi tes favoris des groupements d'êtres qui ont la faculté d'émettre non plus seulement 5 ou 7 sons centres de gravité, mais jusqu'à 13 ou même 17 tons entiers de l'octave des sons. Pour illustrer ce que je viens de dire, les êtres d'un petit groupement du continent d'Asie nous serviront d'excellents exemples. J'aimais beaucoup les entendre chanter car ils possédaient, entre autres capacités physiologiques, tout en n'ayant de données que pour la manifestation de 3 restorioles seulement, celle d'émettre dans leur chant jusqu'à 40 sons distincts bien déterminés. Leur chant était magnifique, et cependant, quelle que fût l'ampleur de leur voix, la tranquillité d'émission et la durée des vibrations du son dépendaient de l'un des 3 de leurs restorioles organiques. La particularité physiologique des êtres de ce petit groupe consistait à maintenir constamment dans l'octave entière de leur voix, quel que soit le nombre des sons produits, un total invariable de vibrations, en s'appuyant sur les 3 seuls restorioles qui leur étaient innés, restorioles qui, pendant toute la durée de leur manifestation, avaient la propriété de provoquer dans la présence entière d'un autre être ce qu'on appelle une centralisation ou un écho. Je compris cela très clairement lorsque, intéressé par leur chant, je me mis à étudier cette particularité, si rare parmi tes favoris actuels, au moyen de 3 diapasons spéciaux que je fis fabriquer et de plusieurs vibromètres très sensibles qui m'appartenaient et qu'avait inventé à mon intention l'ami de mon naissance, Gornacourt Karkar. La division chinoise de l'octave en tons entiers ne tenait aucun compte de cette propriété éthrique. Cette division de l'octave en 7 tons entiers, de même que les informations constituant la totalité de cette branche spéciale de la science relative à la loi de Neuf, était basée sur les résultats des travaux conscients et des souffrances volontaires des 2 grands frères jumeaux, dont les corps suprêmes devinrent ainsi dignes d'être béatifiés et résident maintenant sur la sainte planète où nous avons eu récemment le bonheur d'aller. Quoi qu'il en soit, mon enfant, je regrette beaucoup qu'il me soit impossible, au moyen de cet instrument contemporain producteur de son, le piano, que je ramenais de ta planète, de t'expliquer entièrement les lois de vibration issues de toutes les sources et qui réalisent l'ensemblouisard cosmique général. Ce que l'on pouvait faire de manière idéale sur le remarquable lave Mertznock, créé par le successeur des grands frères jumeaux, un non moins grand savant, le chinois King Tu Toz. Sur ce remarquable appareil d'expérience lave Mertznock, King Tu Toz disposa et accorda, selon les calculs correspondants des grands frères, juste autant de cordes génératrices de vibrations qu'il y en a dans l'univers de sources successives, depuis n'importe quelle planète jusqu'au protocosmos, dans la présence desquelles les vibrations des substances cosmiques, en se modifiant conformément à la loi, fusionnent de la manière voulue au cours du processus trogo-auto-égocratique pour engendrer l'ensemble des réalisations ultérieures. Cependant, mon enfant, bien que l'instrument producteur de son, le piano, que je rapportais de la surface de ta planète, soit une invention très typique de tes favoris actuels, il est encore possible, puisque le mode d'accord des cordes de ces tons entiers et de ces demi-tons n'a subi aucune altération, de démontrer expérimentalement, en observant l'ordre de fusion des vibrations émises par les cordes de la manière voulue, les lois qui régissent les vibrations issues de l'une quelconque des octaves cosmiques fondamentales de substance, c'est-à-dire issues de l'un des 7 ensembles de sources fondamentaux. On peut ainsi se représenter et connaître comment toutes les vibrations s'engendrent les unes les autres et agissent les unes sur les autres, quelle que soit leur source. En effet, comme je te l'ai déjà dit, toutes les cosmos d'échelles différentes, de même que chacune des 7 parties indépendantes de ces cosmos et chacune de leurs manifestations, sont presque en tout point semblables au mégalocosmos, et en chacune de ces unités, les sources sextuples de vibrations exercent les unes sur les autres les mêmes actions réciproques que celles qui s'exercent dans le mégalocosmos. Par conséquent, si l'on comprend les lois de vibration pour un centre de gravité quelconque,
il devient possible de les comprendre approximativement pour tous les centres de gravité, à condition bien entendu que l'on tienne compte de leur différence d'échelle. Je le répète, si l'on accorde de la manière voulue les cordes de ce piano et que l'on provoque les vibrations requises sur les cordes correspondantes, la fusion de vibrations qui en résulte coïncide presque exactement, même d'un point de vue mathématique, avec l'ensemble de vibrations des substances provenant des sources cosmiques adéquates, conformément à l'heptaparaparchinoque sacré. Sur ce piano, les vibrations de chaque ton entier et de chaque demi-ton, de n'importe quelle octave, passent les unes aux autres strictement selon la loi de l'heptaparaparchinoque sacré, de sorte que leurs vibrations, comme il en va toujours et partout dans l'univers, cèdent mutuellement à évoluer ou à involuer. À ce propos, il est intéressant de remarquer ici que si les calculs et hypothèses de ces grands savants terrestres se révèlent presque exacts, cela tient à ce qu'ils prirent par hasard comme base de leurs calculs la même unité que celle dont on se sert partout dans le mégalocosmos, c'est-à-dire cette infime parcelle de la très sainte substance du théomertmalogos qui peut encore contenir la plénitude de force de vivification qui lui est propre. Je vais maintenant t'expliquer, mon enfant, comme je te l'ai promis, le son mondial niryunocien. Le son mondial niryunocien est le son dont les vibrations étaient prises dans les temps anciens en tant que vibration absolue de la note Do, comme elles le sont encore de nos jours par un nombre très restreint de tes favoris, et notamment en Chine, pour accorder les instruments producteurs de son. Voici comment on en est venu à constater l'existence de ce son sur ta planète. Le premier qui en fit la découverte fut ce membre savant de la Société des Akeldanés, fondée sur le continent Atlantide, qui était précisément l'ancêtre de ces deux frères savants, et qui, t'en souviens-tu, rencontra par hasard les premiers occupants du pays de Maral-Plessis, qui ne tardèrent pas à le prendre pour chef. En ce temps-là, ce membre savant de la Société des Akeldanés poursuivait ses observations sur différents phénomènes cosmiques se produisant tant sur cette planète qu'au-delà, et c'est ainsi qu'il eut l'occasion de constater que, dans une certaine région de ce pays, toute proche de celle où s'éleva plus tard la ville de Gob, 2 fois par an, après certaines perturbations atmosphériques, le même son défini se faisait entendre pendant un laps de temps assez long. Il fit alors construire, sur les lieux, l'édifice qui lui était nécessaire à l'observation des corps célestes, comme on dit là-bas. Son intention était en effet, tout en continuant ses travaux, de se livrer à toutes sortes d'observations et de recherches sur ce résultat cosmique au premier abord tout à fait incompréhensible pour lui. Plus tard, lorsque les 2 grands frères, ses futurs saints, entreprirent leurs recherches sur la loi cosmique sacrée d'Heptaparaparchinoque, étant donné qu'ils avaient déjà connaissance de ce résultat cosmique, ils s'établirent spécialement sur les lieux mêmes, et c'est là qu'ils réussirent à élucider le caractère et la nature de ce son étrange, dont ils firent l'unité de mesure de tous leurs calculs en général. Sur ce piano, les vibrations d'origine étrangère proviennent de différents chocs, bruits, frôlements, mais surtout de ce que l'on appelle des vibrations aériennes d'inertie, qui se forment en général dans l'espace atmosphérique à partir de vibrations naturelles antérieures. À ce propos, nous pouvons tracer un parallèle afin de faire ressortir la réalisation identique du 5e stopinder de l'heptaparaparchinoque sacré dans 2 processus n'ayant extérieurement rien de commun. De même que la première nourriture éthrique n'acquiert son pouvoir de vivification qu'après sa transformation en pantoécarie éthrique, de même, sur ce piano, les vibrations d'une corde n'acquièrent le pouvoir de vivification correspondant qu'après leur fusion avec les vibrations antérieures produites à partir de l'ensemble des vibrations centres de gravité de la note Sol. On peut se convaincre de façon catégorique, par ce moyen, c'est-à-dire sur le piano, de cette dernière particularité de la loi de l'heptaparaparchinoque sacré, ne serait-ce qu'en constatant que les vibrations des notes Mi et Si, émises dans une pièce hermétiquement close, cessent instantanément. En d'autres termes, que les notes Mi et Si, en raison de l'inertie due au choc qui les engendre, subissent une involution et cessent instantanément. La note Mi retourne à la note Do et la note Si au Fa inférieur. Pour conclure,
les explications que je t'ai données sur la division en 7 tons de l'octave des sons telle qu'elle existe chez tes favoris, il me faut une fois de plus, hélas, insister sur ce fait que s'il leur en est parvenu quelques bribes de connaissances, ils en ont oublié l'essentiel, et cela toujours pour la même raison, l'abandon de toute réalisation des pactoles de voix étriques en leur présence générale, abandon qui est chez eux la cause même de la déchéance graduelle du penser propre à des êtres tricentriques. À cet endroit de son récit, Belzébuth, à nouveau, se mit à réfléchir profondément. Puis, son regard vint se fixer sur la racine du nez de son petit-fils. Après un assez long silence, il lui dit « Hé, mon cher enfant, bon gré mal gré, je dois à présent te raconter des expériences relatives aux lois des vibrations dont j'ai été témoin sur la planète Terre, et je te les décrirai elles aussi, dans tous leurs détails, pour les 2 raisons suivantes. D'une part, parce que je t'ai déjà beaucoup parlé de cette première loi sacrée fondamentale d'Heptaparaparchinok, et que je serais fort ennuyé si, pour une raison quelconque, tu ne parvenais pas à en saisir clairement toutes les particularités. D'autre part, parce que l'être terrestre qui réalisa ces expériences, grâce à la connaissance des vibrations cosmiques qu'il avait acquises, fut le seul et unique, au cours des longs siècles que je passai sur la Terre, à reconnaître ma vraie nature.